Les premiers mots du manifeste de recombinaison, ce qu'on avait écrit quand on a pensé recombinaison, c'est « le monde change ». C'est les premiers mots qu'on avait mis écrits. Et cette table ronde s'appelle « Science-fiction et mutation » parce que l'idée, c'était peut-être, à la fin, en forme un peu de bilan, d'inscrire cette dernière table ronde dans cette idée que le monde change. On l'a vu exemplifié par tout ce qu'on a entendu ces 2 jours, par toutes les tables. On a vu des changements à l'œuvre, on a vu des changements souhaités, on a vu des possibilités de changement, on a vu des changements, et on a tous en tête des changements qui ne sont pas forcément ceux qu'on aimerait voir, pas forcément désirés. On s'est posé la question de la place de la science dans ces changements, on s'est posé la question de la place de la fiction dans ces changements. Donc c'est un peu pour reprendre tout ça, pour reprendre toutes ces idées, et peut-être pour développer un peu autour dans un moment final, dans un geste final. Donc on va faire une table ronde un peu freestyle, c'est-à-dire que je vais poser quelques questions à mes 2 intervenantes que je vais vous présenter. On va poser quelques idées, quelques thèmes, et puis ce que je vous propose, c'est de prendre beaucoup la parole, c'est-à-dire d'intervenir, y compris pendant, d'être peut-être participant de cette dernière table ronde. D'abord pour aller au bout d'une forme d'expérimentation, et puis ensuite pour être honnête, parce que je commence à être décalqué, et que je ne suis pas absolument certain d'être capable de faire le travail du modérateur correctement pendant les 45 minutes qu'il faudrait que je fasse. Donc c'est une façon pour moi de me libérer un coup et de faire porter sur vous et sur mes 2 invités la responsabilité du fait qu'on finisse en beauté. Voilà, tout est dit. Donc à ma gauche, oui, Cléo Collomb, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Saclay dans un laboratoire un peu particulier parce que c'est un laboratoire de juristes qui s'occupe du droit de l'espace. Donc ça existe. Qui est philosophe des sciences et techniques, qui est aussi spécialiste en communication scientifique et qui est une grande spécialiste des réseaux en particulier. On en reparlera. Et Cléo est aussi ce qui nous interroge aujourd'hui, puisque ça a un rapport avec Recombinaison, mais aussi à la table ronde, porteuse d'un projet dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne voulait pas en parler avant la fin, qui s'appelle Spreads, mais dont on dira peut-être quelques mots d'ici la fin de la table, qui porte sur les guerres cognitives. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. On ne voulait pas vous dire que tous les 2 jours auxquels vous avez participé s'inscrivent dans un dispositif qui vise à réfléchir comment on peut mener des guerres cognitives. Ça serait quand même un peu dommage. Maintenant, vous le savez. Et puis, à sa gauche, Audrey Plenay. Pour ceux et celles qui étaient là le premier jour, eh ben, je m'excuse puisque je vais la représenter. Audrey est écrivaine de science-fiction. Elle écrit essentiellement des nouvelles et des romans de taille intermédiaire qu'on appelle des novellas. Et donc, elle a été primée en 2020 pour une nouvelle que je n'ai pas lue, qui s'appelle Quelques gouttes de thé. En 2022 pour quelque chose que j'ai lu, qui est très bien, dont on reparlera pendant la table, qui s'appelle Encore 5 ans. Et en 2023, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aux Utopiales pour Rossignol. C'est des récits qui sont très profondément humanistes. Audrey, d'une certaine façon, s'inscrit dans la tradition de l'âge d'or de la science-fiction, c'est-à-dire d'écrire une science-fiction qui se veut un laboratoire, la possibilité d'explorer des idées. Et dans son cas, c'est essentiellement autour des mises en relation des gens et du sociétal, la façon dont on fait société dans des positions diverses. Et donc voilà. Donc, le monde change et ce monde est en mutation. Et ce monde en mutation appelle peut-être, c'est ça la question qui se pose et qu'on va se poser, des changements dans la façon dont on écrit, dans la façon dont on fait de la science. Alors quand je dis appel, c'est pas forcément qu'il faut le voir dans une vision il faut absolument écrire différemment, il faut absolument chercher différemment. C'est peut-être que ce qui est en train de se passer appelle de soi-même et conduit les gens à se poser d'autres questions en termes de récit et en termes de recherche. Donc avant, je vais vous demander d'une certaine façon, un peu comme Vincent l'a fait tout à l'heure, peut-être pas de nous donner des souvenirs d'enfance, mais de nous dire ce qui pour vous, dans ce mot « le monde change », ce que ça évoque pour vous. Et puis ensuite peut-être que moi je développerai un peu plus sur ma propre vision, mais ce que pour chacune d'entre vous deux, le monde change. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, le monde change.
Moi, j'ai l'impression que le monde n'a jamais cessé de changer. Et en fait, je me demande toujours qui parle quand on dit le monde change. Moi, j'ai pas l'impression que le monde change parce que le monde que, par exemple, tu estimes avoir changé, moi, je suis dedans. Donc, j'ai pas le référentiel de l'avant. Alors, je suis pas non plus toute jeune, mais je fais partie d'une génération qui, quand on dit le monde a changé ou le monde change, ça vient toujours de personnes qui sont plus âgées que moi. Parce que ce monde qui change ou qui a changé, moi, c'est juste mon monde. Donc, ça, c'est peut-être la première chose. Et c'est un peu ce que m'évoque aussi le terme de mutation. Parce que la mutation, alors, je sais pas en biologie, mais j'ai l'impression qu'elle se constate après coup, une fois qu'elle a eu lieu. Et qu'elle a donné lieu à la nouvelle manière d'exister, des nouveaux organismes, des nouvelles manières d'être. Donc, je sais pas, la mutation, voilà, elle se constate après coup. Et moi, j'ai l'impression, peut-être je suis la mutation de la génération qui me précède. Et les petits mutants qui sont en train de muter sous notre nez sont encore un peu jeunes pour que je vois à quoi ça donne naissance. Donc, il y a déjà ça. Et je me dis aussi, une mutation, ça a toujours, dans mon imaginaire, en tout cas, ça a toujours une connotation un peu monstrueuse. Je sais pas, le mutant, je sais que c'est ce qui est censé être normalisé, c'est quand même ce qui dérange un peu, ce qui a bougé. Donc voilà, moi un peu dans mon idée, c'est ça. Donc pour répondre plus directement à ta question, en quoi le monde a changé? Alors, moi, je projette un passé que je n'ai pas vécu. Et donc, dans mon imaginaire, le passé que je n'ai pas vécu, c'est des manières peut-être de faire de la recherche ou encore une fois, je mets plein de pincettes parce que c'est un fantasme, mais j'ai l'impression que les générations qui me précèdent avaient une manière de faire de la recherche peut-être plus libre, au sens où je me rappelle d'une de mes anciennes profs de philo qui s'appelle Isabelle Stengers, et elle me disait moi je fais partie de la génération des chercheurs qui ont eu la chance de pouvoir poser les questions qu'ils avaient envie de poser. Et c'est vrai que moi je me retrouve pas complètement là-dedans parce que je pose pas les questions que j'ai envie de poser, j'essaye de prendre en charge des questions qui s'imposent. Sur la question le monde change, moi je serais plutôt sur une question d'échelle et c'est clairement dans ma façon de penser en tant qu'autrice de science-fiction, y a-t-il vraiment un changement sur des échelles de temps court ou de temps long? Sur de la SF vraiment pure, on peut imaginer dans 300 ans, est-ce que on nous considérera comme très différents en 2024 de la civilisation qui pouvait y avoir en 1924 ou en 1824, ou est-ce que pour eux on sera juste comme on dit, l'ère après les révolutions industrielles, ou alors est-ce qu'ils nous considéreront juste comme un grand 2000 ans d'histoire et voilà, ils nous engloberont avec peut-être même l'Antiquité, et ils considéreront qu'on est la même type de civilisation. Et c'est ça la question aussi, c'est le monde change, mais finalement est-ce qu'il change vraiment si moi aujourd'hui je suis capable de me retrouver, de comprendre, d'être en empathie et en proximité intellectuelle avec les personnes qui ont vécu justement dans l'Antiquité, d'apprécier les classiques. Je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps des classiques, de dire on les appelle les classiques parce que c'est des récits qui nous parlent toujours, qui nous apportent toujours des choses. Donc finalement le monde n'aurait pas tant changé, les humains n'auraient pas tant changé sur quelques siècles. Si on avait sur des échelles courtes, on peut avoir l'impression, parce que moi j'ai jamais trop compris, mais je crois que je suis Gen Y, plus ou moins millénial, il y a un truc comme ça. Là, oui, je peux dire au quotidien, oh là là, les jeunes aujourd'hui, la Gen Z, ils réagissent comme si je ne les comprends plus, et avoir cette question un peu de plainte, ils n'ont pas le même rapport à la technologie qu'on avait, à l'ennui, à la patience, aux œuvres culturelles qui seraient pas disponibles sur les réseaux, ce genre de choses. Je peux faire cette petite plainte, mais au final, je pense sur un temps long, on est encore, et on le sait, on est encore en train d'intégrer
ce qui s'est passé sur les révolutions industrielles. On est encore en train d'intégrer toutes les conséquences qu'il y a eu sur l'invention de l'impression, de la presse écrite et tout ça. Donc on est encore en train de vivre des répliques de ces grands tremblements de terre qu'il y a eu en fait il y a quelques siècles sur notre société au niveau politique et économique et de diffusion des savoirs. Donc j'aurais pas la prétention de dire qu'on est au début d'une nouvelle ère et c'est pas nous qui allons le dire maintenant en fait. Ce sera bien plus tard qui nous catégoriseront. Je pense pas que ceux qui ont vécu la révolution industrielle disaient on vit la révolution industrielle. Voilà, on a la classification bien plus tard en fait. C'est pas nous qui nous nommerons nous-mêmes. C'est pour ça c'était pour le dire, juste un livre de SF, moi, qui m'avait choqué sur ça. Encore une fois, je l'ai nommé hier, mais je le redis aujourd'hui. C'est Ada Palmer, sa saga avec donc Thomas s'appelle Trop semblable à l'éclair, où je crois que ça se passe en 2454, je crois, et notre époque, justement, elle l'a appelé le temps de l'accélération. Il y a eu l'accélération technologique de 1950 jusqu'à 2030 à peu près. Donc voilà, donc elle l'a nommé, le futur nous nommera et nous dira c'était quoi les vraies mutations et celles qui ont perduré aussi et celles en fait qui ont pas accroché, parce qu'il y en a qui accrochent pas en fait malheureusement. Et quand il y a des grandes crises économiques ou politiques ou même des guerres comme on voit aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y avait des choses on avait pensé qu'on avait évolué en tant que société dessus et finalement pas tant que ça, parce qu'on sait faire la guerre tout pareil qu'il y a 200 ans en fait. Alors, je vais demander à Cléo de rebondir sur cette idée, le monde de l'accélération, parce que pour moi, s'il y a un premier changement à mettre en œuvre, alors, sauf si tu n'as pas d'idée, c'est cette idée d'accélération. Et pendant ce temps, je vais vous proposer, si certains d'entre vous veulent prendre le micro pour peut-être me donner un coup de main ou aller dans le sens de mes deux intervenantes et dire ce que pour vous, ça signifie ou pas la phrase « le monde change ». Et donc, tu voulais, pendant qu'ils réfléchissent, que je réagisse à l'accélération ? Oui. Sommes-nous sur un temps d'accélération ? Bon, alors, il y a des théories très argumentées qui défendent cette idée. Après, peut-être pour prendre la casquette de la chercheuse, parce que c'est un peu mon rôle dans cette table ronde aujourd'hui, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans le monde de la recherche ? Ça me paraît assez évident, oui. C'est pas forcément intéressant d'y revenir sur les publications, les projets apportés, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, même s'il y a cette accélération, je trouve quand même que dans les questions de recherche, même s'il y en a plein de nouvelles, on est quand même toujours pris dans ce que Deleuze et Guattari appellent un peu des mots d'ordre. C'est ces mots que tout le monde utilise, qui semblent évidents à tout le monde et en fait qui ne sont pas très clairs. Donc moi, le premier mot d'ordre que j'ai réussi à saisir quand j'ai lu le texte de Deleuze et Guattari sur les mots d'ordre, c'était le terme d'innovation. Parce que je faisais ma thèse de doctorat dans une université qui avait pour slogan « Donnons un sens à l'innovation ». Et je me souviens qu'un jour, j'avais juste demandé « Mais en fait, c'est quoi l'innovation ?» Et on m'a regardé avec des yeux, comme si j'étais quelqu'un qui venait critiquer l'innovation. Et en fait, un mot d'ordre, c'est un peu ça, c'est que tout le monde l'utilise, il y a des définitions, mais en fait les gens, quand on utilise ce terme, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, même s'il nous paraît très évident. Et d'un coup, quand on le questionne, les gens ne nous répondent pas et nous soupçonnent d'être un peu des critiques. Alors, les mots d'ordre, ils ont quand même des choses, ils ont des vertus, moi je trouve. Deleuze et Guattari disent qu'ils ont une vertu, c'est qu'ils possèdent en eux des mots de passe. Mais moi je trouve la vertu qu'ils ont en recherche, c'est que c'est des mots vendeurs. Donc dès qu'on dit qu'on travaille dessus, on a l'air très sérieux. Et on peut avoir des financements. Et en fait, c'est assez facile. Et derrière,
quand on va essayer de creuser qu'est-ce que c'est ces mots d'ordre, et ben en fait, il y a des champs de recherche immenses, parce que si un mot devient un mot d'ordre, c'est-à-dire s'il circule comme ça dans la société et qu'on a un peu du mal à le définir, ben c'est parce qu'en fait, il cristallise plein de choses, des inquiétudes, des questionnements, quelque chose de l'air du temps qu'on n'arrive pas bien à définir. Et donc pour les philosophes, je trouve que c'est des mots très intéressants. Et pour donner d'autres types de mots sur lesquels j'ai travaillé, ma thèse, ça portait sur le big data à l'époque. Voilà, c'était ce genre de mots. On peut questionner, là, on disait que toute recombinaison s'inscrit dans le cadre d'un projet qui porte sur la guerre cognitive. Ben, la guerre cognitive, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On en parlera tout à l'heure. Philippe. Alors, je vais rebondir Philippe. Je vais rebondir sur la notion de sens à l'innovation ou sens de l'innovation. Je suis donc virologue, mais je fais de la phylogénie. Donc pour moi, mutation, tout ça, je vois des arbres et avec des sélections négatives, qui va me dire ton grand est accepté ou pas, des cul-de-sac évolutifs, etc. Donc qui a le droit de donner un sens à l'innovation et à la recherche? Est-ce que c'est le chercheur? Est-ce que c'est l'État, celui qui donne les grants? Et est-ce que faire une fiction à partir des données ou des imaginaires qu'on a actuellement, si elle est trop restrictive, va pas tuer l'innovation en voulant lui donner un sens? Moi, je me méfie toujours des personnes qui veulent donner un sens. Surtout, c'est le sens de ta question, je pense. Surtout si c'est tout seul, quoi. Enfin, ma réponse, elle est très classique. Enfin, je veux dire, je vais rien dire de nouveau, mais pour moi, le sens, ça se décide collectivement, et c'est ça la réponse, quoi. En phylogénie, le sens, il est défini a posteriori et jamais a priori, et jamais pendant. On regarde ce qui a réussi et on est incapable, à un temps donné, de dire dans 10 ans, dans 20 ans, et de prévoir. Donc on revient sur les financements. À quand le retour du récurrent dans les labos? D'autres personnes qui auraient envie de dire ce que pour eux évoque, ou pour elles, l'idée du changement, le monde change? Oui, bonjour. Merci. J'ai beaucoup apprécié, Cléo, ce que tu as dit sur le fait qu'il y a des aspects générationnels et qu'effectivement, c'est les générations d'avant qui vont trouver que les nouvelles générations voient le monde différemment et que les choses ont changé. Moi, j'ai l'impression, venant d'une génération qui est plutôt celle de François, qu'on est quand même dans un monde dans lequel... d'abord, déjà, il faut toujours qu'il y ait quand même des philosophes ou des scientifiques qui réfléchissent sur le monde dans lequel on est et qui sachent poser des questions quand même sur ce monde-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment important à conserver. Et la notion de finitude du monde et de la capacité des humains à détruire la planète, moi, c'est quelque chose qui, de ma génération, quand j'avais 30 ans, 20 ans, 30 ans, on ne se posait pas la question. Et je pense qu'aujourd'hui, toute génération confondue, c'est quand même une question qui est fondamentale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui change la manière de voir le monde, la manière de faire de la science, la manière de faire de la fiction? Et c'est une question que j'aimerais bien ouvrir. Tu veux y aller? Alors, oui, je prendrais juste pour nuancer un peu. Oui, on peut avoir l'impression qu'effectivement, c'est la question maintenant de la gestion des ressources, de l'environnement, de la préservation de la planète, parce qu'on n'a pas de planète B, etc. On a l'impression que ça peut être partagé aujourd'hui par tout le monde de la nouvelle génération. Bof, quand même. Hein. Enfin, je suis désolée, mais vous avez sûrement autour de vous des personnes qui commandent sur Shine et qui vont pas s'inquiéter, ou AliExpress, de recevoir 3 colis par semaine, et qui vont pas se dire c'est de la fast fashion, c'est un problème ou quoi que ce soit. Voilà, je trouve qu'on peut aussi rapidement avoir l'impression qu'on est que tout le monde autour de nous pense pareil. On reste dans un entre-soi de personnes dans une certaine classe sociale, dans un certain milieu, également par rapport à un certain niveau peut-être d'études, je sais pas, qui vont avoir cette attention-là. Les enfants à l'école, c'est clair que école, collège, on les bombarde de ça, clairement, sur l'écologie, c'est bien. Après, il y a des logiques individuelles, je trouve, qui reviennent un peu fort et qui font que c'est pas toujours appliqué, on va dire. Mais donc voilà, juste pour nuancer sur toute une génération qui partagerait la même idée, les mêmes valeurs sur ça.
ouais, ça va peut-être à des moments différents de... Oui. Peut-être, mais ne pas du tout savoir comment le gérer, et ne pas du tout savoir comment y réagir. Je pense que on avait tout à l'heure la question de, voilà, j'ai la notion de ça, mais ça n'empêche que je prends l'avion 50 fois par an et que je le fais quand même. Mais j'ai quand même ça quand même sur la tête et qu'en faire. Justement sur l'incapacité de le gérer et de comment le gérer. Mais par rapport à des grands traumas générationnels, je sais pas, mais par rapport aux grands traumas qui pouvaient être de la guerre froide à une certaine époque et comment la crainte que ça a donné vraiment au quotidien, c'était peut-être un peu moins fort parce que justement là on demande, on dit aux gens c'est plus qu'une question de responsabilité politique à un niveau de diplomatie inatteignable pour le commun des mortels. On est sur les actions individuelles et le fait que c'est aussi renoncer à certaines choses qu'on voit comme un confort ou un plaisir. Voilà, mais en termes de valeurs générationnelles, pour l'instant, c'est peut-être encore un peu diffus. Mais encore une fois, peut-être que dans le futur, ils nous reliront d'une manière où ils diront « Ah là là, cette génération née après les années 2000, ils étaient complètement hyper sur la préservation des ressources et de la planète. » Et ils penseront plus qu'on a inventé AliExpress et Shine, en fait. Et à mon avis, il n'y aura plus aucun vêtement qui aura survécu assez pour être montré comme preuve que la fast fashion a existé. Donc voilà, encore une fois, les générations, on sera changé comme ça. Et puis, il y a aussi une question du nombre, en fait, quelque part. Qu'est-ce qui restera le trait dominant, la mutation dominante qu'on gardera d'une génération? On sait, quand on fait des études, quand on cherche un peu, on sait qu'il y a eu des personnes qui parlaient déjà d'écologie en début du siècle et d'utilisation des ressources. En science-fiction, on avait des auteurs et des autrices qui commençaient à dire qu'il n'y avait peut-être pas de planète B, que ça demanderait trop de ressources, qu'il y avait des questions de recyclage également qui arrivent. Bon, alors Soleil Vert, oui, c'est un bon exemple, mais c'est peut-être pas le bon recyclage auquel on pense. Mais voilà, et pourtant, au final, on a l'impression qu'on découvre la climato-fiction en SF là depuis 30 ans. Donc voilà, il y a aussi quel trait dominant sera gardé. Et je pense dans le milieu de la recherche, pour le coup, que je connais moins, il y a sûrement plein de domaines de recherche qui perdureront et puis d'autres qui seront peut-être un peu... oublié, on oubliera qu'en fait on avait déjà pensé à ces questions à notre époque. Avant que la question suivante, quand on discutait de Rossignol, tu disais quelque chose de très intéressant sur le fait que Rossignol semble poser un problème d'aujourd'hui, et bon, je te laisse développer. Oui, alors en fait, vous étiez tous là hier, donc vous avez entendu faire le résumé de Rossignol. Ça se passe dans un lointain futur, sur une station spatiale loin dans l'espace, avec donc une multitude d'espèces non humaines qui se sont rencontrées, mélangées, qui cohabitent, qui s'hybrident, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, c'est une métaphore pour ce qui se passe aujourd'hui, en termes de métissage, en termes de vivre ensemble. » Et je disais « Oui, c'est vrai. » Mais je ne voulais pas voler non plus. Je ne vais pas faire une métaphore comme ça. Je voulais aussi dire que dans le futur, il y aura toujours ces questions. Ce n'était pas une métaphore pour parler des questions d'aujourd'hui. C'est pour dire que c'était des questions que l'humanité, que toute forme de vie portera toujours en fait en elle. Donc c'était une question du futur autant qu'elle est du présent. Elle sera juste une question qui sera toujours universelle. Et également à travers le temps, tout comme voilà, des auteurs de l'Antiquité s'interrogeaient sur le sens de la vie, la responsabilité individuelle et l'organisation politique des sociétés. On se pose toujours les questions, c'est pas parce qu'ils l'ont traité que c'est bon. Donc voilà, c'est parce que ça nous transcende et ça nous porte constamment. Oui, et sur le même ordre d'idée, pour répondre à la question de tout à l'heure, le thème apocalyptique, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment nouveau. Et moi, quand je parle même avec ma maman de ce qui l'angoisse, alors c'est quelqu'un de très angoissé, donc elle est très angoissée par les problématiques climatiques, évidemment, mais ça reste la bombe nucléaire. Ça a été sa grande crainte. Je suis née... Bref, dans des années, on m'a toujours relaté, mis en lien l'année de ma naissance avec des catastrophes nucléaires. C'est quand même quelque chose qui est dans l'imaginaire depuis longtemps et on peut remonter. Après, la question, c'est peut-être pourquoi. Et quand on fait un tout petit pas de côté et qu'on quitte les récits occidentaux, c'est assez intéressant de regarder comment le thème apocalyptique
existe. Quand on lit les récits des anthropologues sur ces questions, on voit que l'apocalypse, en fait, c'est quand même un thème où la fin du monde, c'est un thème extrêmement situé géographiquement, donc en Occident et dans le temps un peu moins, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'autres manières de se représenter le monde qui change, autrement qu'à travers le prisme de la fin du monde. Et là-dessus, si besoin, je pourrais développer mes lectures. Je voulais juste poser une petite question. Moi, le monde qui change me fait penser à l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ? Alors, mon point d'après, c'était de dire quand même que le réseau avait changé beaucoup de choses. Donc peut-être qu'on reviendra sur cette idée qu'il y a quand même eu un changement majeur. Enfin, on développera autour de l'idée du réseau, de l'intelligence artificielle. Donc si vous me permettez, on reprendra ça un peu après. Hichem ? Merci. Quand j'entends le monde change, j'ai souvent le sentiment de voir une crainte derrière ce mot. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens disent, je parle pas de toi, hein, François, mais souvent ceux qui disent le monde change, c'est on peut plus rien dire. Alors que oui, il y a plein de choses qu'on n'a plus le droit de dire parce que c'est du racisme, c'est de la discrimination, etc. Donc, et quand on parle de mutation aussi, et avec tout l'imaginaire qu'il y a avec le mot mutation, et notamment en post-Covid, en fait, j'aimerais juste savoir si on peut trouver un moyen de se projeter de manière un peu plus objective, voire positive. Voilà. La question, juste, c'est essayer de se projeter dans un monde qui change, mais d'une manière qui fasse rêver, c'est ça, si je reformule ? Non, positive, en tout cas, pas forcément qui fasse rêver, mais en tout cas, de manière enjouée, parce que moi, je vois davantage de nuances dans le monde aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Avant, il y avait deux partis, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, et maintenant, c'est différent. Il y a d'autres pouvoirs, d'autres enjeux, et ça m'intéresse, mais il y a quand même une vraie crainte objective, quoi. Donc, comment on essaie de composer avec une forme d'engouement, qu'il y a des changements positifs, et en même temps, des craintes qu'on doit jouer entre eux, quoi. Il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est juste une réflexion. Non, mais moi, ce que ça m'évoque, et d'une certaine façon, je reconnais que ma question était peut-être posée de façon imprécise, c'est qu'effectivement, dans l'idée pour moi que le monde change, on voit quand même apparaître toute une série... Enfin, on voit de mon point de vue très générationnel que le monde se complexifie et que dans cette complexification, il y a des tas de points très très positifs. Ce qu'on vient de discuter juste à l'avant est un changement majeur du monde tel qu'on le perçoit, tel que moi je le perçois, et c'est un changement extrêmement positif, de prendre conscience de ce qu'il n'y a pas que l'Occident blanc, les États-Unis et l'Europe qui sont les endroits où les choses se décident, et avec le reste du monde qui est en voie de développement, c'est-à-dire qu'ils doivent venir converger vers nous. Tous les changements autour du genre sont quand même des changements extrêmement importants. Toute la désinvisibilisation des femmes, pour reprendre un thème dont on a un peu parlé aussi. Donc on est en train de rendre le monde beaucoup plus compliqué. On est en train de rendre le monde beaucoup moins certain pour nous. Et avec une menace très très puissante. Mais il y a tout ce... Donc dans ce monde change, il y avait à la fois l'idée que le monde, à l'évidence, a changé, c'est évident. Moi, je viens d'une époque où j'ai appris à écrire avec une plume au bout d'un plumier, où avec mes parents, on allait regarder passer les trains électriques à côté de chez nous, parce que voir passer un train électrique, c'était magique. On prenait le train à vapeur sur la ligne qui allait de Pontoise à la gare Saint-Lazare, où enfin bref, où j'ai vu ma première calculatrice électronique qui faisait 4 opérations à 5 ans. Donc c'est vrai que d'un point de vue générationnel, le monde a changé, mais c'est pas forcément le plus intéressant. C'est que dans le changement actuel, il y a une dynamique qui était peut-être de complexification, qui est un changement majeur par rapport au monde d'avant. Voilà, c'était plus là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je vais laisser Audrey et Cléo rebondir. D'une certaine façon, il y a des dangers dans le monde, mais il n'y a pas que ça. Alors, oui, je suis d'accord sur la question de quand on dit le monde change et c'est en négatif, c'est parce que je pense que c'est une tendance humaine assez classique de tout de suite voir le négatif et ce qu'on perd. Je pense que là, c'est juste un travail, un petit effort de la pensée, de se souvenir en fait avec, de façon objective, comment c'était
aussi avant, et que c'était pas si rose, et que ça paraissait peut-être plus simple, mais en fait, dans la simplicité, il y avait une restriction des libertés, une restriction de certaines choses, des dangers autres qui arrivaient. Oui, sans tomber dans les poncif de la pensée positive et de se faire son petit journal de gratitude à la fin de la journée, c'est un peu cette idée-là en tant que pas civilisation, mais en tant qu'époque, on pourrait aussi prendre un peu le temps de voir quand même ce dont on bénéficie aujourd'hui à un niveau individuel, parce que moi je suis une femme dans la fin de ma trentaine, vivant en France, est-ce que c'est ce que je vis de différent dans cette expérience qu'une femme il y a un siècle, mais ça peut s'appliquer à tout et collectivement aussi en termes de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme choix et comme levier d'action, d'information, de façon qu'on a également de faire porter notre voix. Ça, sur les questions de la technique de la technologie de communication aussi, hein, les personnes ont dit mais maintenant tout le monde peut donner son opinion sur les réseaux sociaux pour un rien. Oui, mais tout le monde peut donner son opinion en fait, et le dire et s'exprimer et partager et témoigner. Alors ça fait un peu maelstrom et ça amène des choses négatives, mais aussi très positives, et ça a fait avancer des causes, et ça s'est répercuté dans le droit après, et ça s'est répercuté après à un niveau politique. Parce qu'il y a ça, donc voilà, peut-être faire un peu son bilan objectif de ça. Après, que des récits de science-fiction le permettent, oui, on a parlé tout à l'heure dans la table ronde d'avant de Hop Punk, il y a des récits de SF positifs qui montrent aussi l'avancée des droits, qui montrent comment les technologies répondent aussi à ce genre de problématiques, rouvrent le champ des possibles, amènent de nouvelles libertés, de nouveaux horizons. Donc il y en a, et c'est pas évident. Le problème, c'est que, comme on le dit toujours, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc on se souvient plus des catastrophes et des problèmes qui ont vécu, mais il y a eu des sociétés heureuses, il y a eu des époques sans guerre. En Europe, ça ne fait pas beaucoup d'années au total, mais il y en a eu. On s'en souvient moins, et dans les récits de SF, c'est un peu pareil. On se dit, SF ou pas SF d'ailleurs, vaut mieux raconter quelque chose qui se passe mal pour le personnage principal, qu'il a des épreuves et qu'il en ressort victorieux ou pas, mais au moins qu'il ait des épreuves. Si tout se passe bien, si on est dans une utopie racontée. Les utopies, en général, en littérature, sont plutôt des essais, et les dystopies sont des romans ou de la fiction, où on montre qu'un personnage principal en galère et face à des épreuves, et donc doit s'en sortir. Les utopies sont moins de la fiction. Généralement, c'est de la non-fiction qui est décrit. Donc voilà, c'est peut-être qu'on a la tendance à chercher des récits qui nous font peur et qui vont dans notre sens en fait du malheur. C'est très 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 joyeux ce que... Soya. Oui, effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'on a tendance à voir le côté négatif, on oublie de mettre l'accent, le doigt sur le côté positif. Donc il y a beaucoup de points positifs avec ces nouvelles technologies. L'accès à l'information, au savoir, donc qui participe effectivement à une plus grande démocratie, comme tu le disais. La question, ou le commentaire, c'est pas vraiment une question, que j'avais, c'était par rapport aux relations humaines. Pour moi, le grand changement de cette arrivée massive et exponentielle des nouvelles technologies, le mot changement m'évoque le changement, surtout pour les très jeunes, qui sont nés avec le téléphone, avec l'Internet pratiquement, et le manque d'interaction entre les êtres humains, qui est de plus en plus remplacé par... en fait, ça se fait à travers les textos, avec les téléphones, etc. etc. Et donc, je me pose la question de la génération future. Qu'est-ce que sera un couple dans les années à venir? Qu'est-ce que sera la famille, les relations entre copains, les amis, enfin, pour notre génération, je pense que ça va être, par rapport aux nôtres, je veux dire, ça va être quelque chose de très très différent. Bah, tant mieux, laissons-les inventer leur manière de faire couple, de faire famille, comme nous on l'a fait, comme les autres avant nous l'ont fait. Enfin, moi je me rends compte que vraiment cette expression, le monde change, elle me met vraiment pas à l'aise. Parce que je me dis, là en plus on a pris quelques exemples, je me dis mais en fait il n'y a rien qu'à changer, c'est juste enfin les gens se sont un peu réveillés et sont venus nous rejoindre, quoi. Mais j'ai pas vraiment ce sentiment que... en fait, j'ai vraiment pas le sentiment que le monde change. Peut-être qu'il va changer,
et tant mieux. Mais c'est le rôle de la jeunesse d'inventer ses problèmes, ses questions, ses manières de faire, et peut-être qu'on arrivera à les suivre ou pas. J'ai peut-être deux réactions. La première, c'est est-ce que tu connais un film qui s'appelle Denise au téléphone? Non. C'est un film qui doit dater des années 90 et dans lequel ça commence par une scène où une jeune femme, Denise, invite tous ses amis à venir faire une fête chez elle. Elle prépare un super repas et le lendemain matin, elle met tout à la poubelle parce que personne n'est venu. Et pendant un an, le film suit une bande de New-Yorkais pendant un an. C'est à l'époque du téléphone, du téléphone tel qu'on l'a connu. Hein. Nous, tu décroches ton combiné. Et pendant un an, il va y avoir des tas de gens qui vont vivre des tas de choses. Il y a même un couple qui va faire un bébé. Et aucun d'entre eux ne se croisera physiquement une seule fois pendant un an. Donc c'était déjà la dénonciation que le téléphone et le mode de vie new-yorkais, toujours très rapide, toujours entre deux rendez-vous, faisait que on pouvait vivre un an avec une bande d'amis, on pouvait faire un gamin sans jamais se voir. Voilà. Il n'y a que les deux parents du bébé né qui vont à un moment donné, à la fin du film, décider de se rencontrer parce que bon, après tout, ça vaudrait peut-être bien la peine de s'être vu physiquement au moins une fois. Voilà. Donc c'est pas un fantasme nouveau, le fait qu'on va changer radicalement les conditions de vie. Maintenant, si mon frère Vincent était encore dans la salle, mais je crois qu'il a déserté, il vous parlerait, et ça va permettre peut-être d'entrer sur le point d'après, après peut-être la question de Julien. Oui, bonjour. Alors moi je voulais juste intervenir sur deux points rapidement, juste en tant que sociologue, pour rappeler que les sciences humaines et sociales se sont construites justement sur cette idée de dualisme entre les choses les structures sociales qui se reproduisent d'une génération à l'autre et ce qui change. Et souvent le point de vue des sociologues, c'est plutôt de dire que quand il y a du changement, c'est des changements qui permettent justement de reproduire des choses anciennes, comme des structures de domination, de pouvoir, de discrimination, etc. Mais je voulais aussi citer un écrivain de science-fiction britannique, James Graham Ballard, qui en 1977 avait été interrogé à la télévision britannique, dans lequel il dit... un écrivain de science-fiction est quelqu'un qui répond au changement dont il est témoin. Et donc la journaliste lui pose la question parce que elle trouve ça curieux de devoir qualifier le travail de Ballard en étant de la science-fiction. Donc comment il se distingue d'un écrivain, disons, de littérature plus classique ou canonique. Et il dit que c'est parce que la littérature classique ou canonique se concentre sur les émotions, les sentiments, la vie intime de famille plutôt bourgeoise, alors que le plus grand changement, que le XXe siècle a été quand même traversé par tout un tas de changements. Et il dit, voilà, au cours des 20 ou 30 dernières années, la vie des gens a radicalement changé au quotidien sans qu'on en soit forcément conscient. La façon dont on mange, dont on s'habille, dont on décore nos intérieurs ont été totalement transformées par la science et la technologie. Jusqu'à aujourd'hui, dit-il, la plupart de ces changements étaient visibles. Les gens étaient capables de voir l'arrivée de l'éclairage électrique, de la voiture, de l'aviation, etc. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une ère plus déconcertante, une ère de technologie invisible. Je pense particulièrement aux ordinateurs, à l'information. Nous ne pouvons plus voir le changement. Voilà. Vas-y. Tu voulais dire avant ? Je voulais dire que ça introduit très très bien la phase d'après, parce que si j'avais une idée de changement à l'œuvre, c'était d'une certaine façon, je vais être peut-être provocateur, le fait que nous rentrons dans un monde magique. Parce qu'effectivement, nous entrons dans un monde dans lequel la technologie s'est naturalisée, a pris une part essentielle, s'est naturalisée, est devenue partie prenante de notre environnement naturel, et je crois que ça, c'est même planétaire, quasiment universel, et que parce que les changements sont en train d'être magiques, parce que se produisent tout un tas de choses dont nous n'avons pas conscience. J'ai dit quoi? Parce que les changements sont en train d'être magiques. Parce que les changements sont en train d'être invisibles, parce que nous n'avons pas moyen de prendre conscience de toute une partie des changements. Cela s'apparente à une forme de magie qui se met à nous environner. Et que peut-être que là où j'avais envie de passer dans l'étape d'après, c'était cette réaction autour de cette reconstruction d'un monde magique. Il n'est pas magique, vous avez compris ce que je veux dire par là.
Alors, moi, je voulais profiter pour répondre sur la question. En fait, les apports de Julien m'ont fait penser, m'ont remis en mots ce que je voulais dire pour répondre à la dame qui avait posé la question sur la nouvelle génération et les réseaux sociaux, toute leur utilisation de l'informatique, des téléphones portables. Et en fait, c'est un peu ça, c'est que je ne suis pas, pour le coup, sociologue des technologies. Là, je vous fais juste part d'une réflexion un peu brute, qui est qu'il y avait effectivement, du fait d'une accélération, je trouve, des technologies, de l'information, de la communication, des réseaux sociaux, etc., d'Internet, du fait de cette accélération, il y a moins je recommence. Du fait de cette accélération, en fait, les parents me semblent moins au courant de comment leurs propres enfants utilisent les technologies. Parce que sur un autre temps, moi j'ai utilisé les téléphones portables, le VHS. J'en avais la même utilisation que mes parents. Je l'utilisais de la même manière, on avait la même chose. Il n'y avait pas grand-chose. Téléphone, VHS, après on a eu les DVD. Les choses se succédaient en devenant plus petits, plus de mémoire, mais c'était à peu près ça. Aujourd'hui, on va avoir... vous allez dire, non, moi j'ai un smartphone, mon adolescent a un smartphone, c'est la même chose. Mais il y a une telle pluralité, notamment ne serait-ce que des applications qu'il y a et des réseaux sociaux que les parents, parce que je travaille un peu aussi dans le domaine de l'utilisation citoyenne des réseaux sociaux par les jeunes, les parents ne vont pas savoir ce que font les enfants parce qu'eux, ils vont dire non, sur Facebook, il n'y a pas des challenges qui mettent la vie en danger. Oui, mais en fait, c'est parce que vous n'êtes pas sur le réseau social de votre enfant, parce que Facebook, c'est pour les vieux. Les jeunes, ils sont ailleurs, ils sont sur d'autres réseaux, ils ont d'autres pratiques. Il y a bien une plus grande diversité sur ça, même sur les téléphones, ils sont aussi tous différents. Voilà. Donc finalement, parce que ça a accéléré, les parents n'ont pas pu pratiquer eux-mêmes une technologie qui après, quand ils ont leurs enfants, peuvent leur en parler, peuvent leur présenter, peuvent savoir les dangers qu'il y a à l'utiliser, être avec eux sur l'utilisation, ne serait-ce que de regarder le film ensemble dans le salon. Non, même maintenant, on a différents comptes Netflix et chacun regarde son propre contenu qui est pensé pour soi, par rapport à ses préférences à soi. Donc si vous regardez le contenu suggéré pour quelqu'un d'autre, il ne va pas vous plaire, parce que techniquement, il n'est pas adapté à vos préférences. Donc voilà, c'est un peu ce que je trouve qui rend les parents très démunis aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette accélération a fait que ça s'est un peu échappé. Il n'y a pas eu ce temps commun sur certaines choses. Et ça va aller de plus en plus vite, sachant qu'également dans cette accélération, parfois juste on lâche. Moi, j'installe plus les nouveaux trucs, les nouvelles applis, machin. C'est bon, j'ai décidé. On fait son choix, son arrêt un moment là-dessus de suradaptabilité parce que c'est extrêmement épuisant en fait. Et à un moment, on n'a plus cette énergie. Alors moi, ma réponse sur la magie, et peut-être ça permettra de parler un peu de la question sur l'IA. Alors en fait, moi, ma perception de tout ce développement technologique et en particulier de l'IA, j'ai pas du tout l'impression d'être face à un environnement magique. Au contraire, je suis un peu déprimée de me rendre compte à quel point on peut faire des choses incroyables sans intelligence du tout. Et même que plus on arrive à enlever le besoin en intelligence dans une tâche, plus c'est efficace. Et ça me déprime. Honnêtement, les IA génératives, alors j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup, mais ça reste pour moi quand même extrêmement déprimant de me dire que le langage fonctionne très bien si on lui enlève toute agentivité, s'il n'y a pas besoin d'un être derrière réflexif qui produit des phrases. Je suis un peu fascinée, subjuguée et en même temps un peu déprimée de me dire ChatGPT, ça marche archi bien. Enfin, ça a pas mal de limites, mais malgré tout, ça marche quand même très bien. Je peux lui donner un texte, il peut me le synthétiser, je peux lui demander d'inventer une suite. Enfin, je peux faire plein de choses. Ça marche. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait rien d'autre que de prendre une phrase, de la décomposer en tokens, des unités qui n'ont aucun sens, là, pour le coup. Et après, ça calcule des probabilités. Si j'ai écrit Paris est la ville, il y a X probabilités pour que ce soit de l'amour, des lumières, enfin voilà. Et en fait, ça ne fonctionne que comme ça. Et me rendre compte que
le langage fonctionne de cette manière-là, j'ai tout sauf le sentiment de magie, j'ai l'impression, au contraire, d'un désenchantement total. Magie, j'entendais pas forcément la magie merveilleuse. Hein. Pour moi, magique, ça voulait justement dire la perte de compréhension. Le fait que des choses se passent sans que j'ai la moindre idée de la façon dont ça se passe, et qu'à partir du moment où quelque chose se passe sans que j'ai la moindre idée de la façon dont ça se passe, ça signifie que d'autres pourraient se passer, puisqu'après tout, je ne comprends pas comment celle-là se passe, d'autres pourraient se passer aussi, et que je ne suis plus capable de trier entre ce qui se passe parce qu'il y a un agent en dessous, ou parce que globalement, j'ai envie que ça se passe. Donc c'était ça. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de réenchanter le monde. On verra avec Fleur ce qu'il en est tout à l'heure. Mais c'était vraiment dans cette idée de la perte de capacité de comprendre le monde, alors que c'était quand même la grande ambition de la recherche, la grande ambition de la science, comprendre le monde. Et du coup, j'ai un peu répondu, puisque dans le fond, ne pas comprendre, là, la question des nouvelles technologies, c'est un problème de culture technique. C'est qu'on manque de culture technique. Là, ce que je viens de vous raconter très rapidement et de manière très caricaturale sur ChatGPT, combien de personnes savent ça ? Et en fait, en développant de la culture technique, on arrive aussi mieux à comprendre les changements. C'est peut-être pas mon rôle, mais là où je suis pas totalement d'accord, c'est j'ai beau avoir une grande culture technique, je pense, j'ignore encore comment fonctionne un cookie. Et j'en suis à appliquer des passes magiques qui consistent à effacer les cookies à la fin, sans trop savoir si ça a eu au moindre effet sur le fait que le cookie a transmis ou pas. Et j'ignore totalement pourquoi quand je vais faire quand l'un de mes frères est allé acheter un costume dans une boutique de je sais pas où, je me suis retrouvé avec des pubs le lendemain sur ma propre boîte mail. Donc ce que je veux dire, c'est là où il y a peut-être une interrogation pour moi, qui est que il y a un fantasme de la capacité, si tout le monde avait la culture technique suffisante, alors on recomprendrait le monde. Et mon sentiment, mais c'est une question que je pose, c'est que c'est un fantasme. Il va falloir apprendre à vivre avec un monde dans lequel on va devoir accepter le fait que même nous ne comprendrons pas. Et la question, c'est comment on vit dans un monde où, d'une certaine façon, on a créé quelque chose, essentiellement le réseau. Si Vincent était là, il vous expliquerait pourquoi le réseau est probablement la chose majeure qui s'est produite, qui a changé sociologiquement en très très grande profondeur tout un tas de comportements. On a créé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on a rendu le monde incompréhensible, et de mon point de vue, sans aucune possibilité de le rendre compréhensible à la plupart des gens. Voilà. Le monde change parce qu'à une époque, je pouvais réparer mon téléphone à cadran Socotel. Le S64, c'est ceux qui l'ont eu, là où il fallait tourner pour faire les... Voilà, ça, je saurais le réparer. En l'ouvrant, c'est pas compliqué, mais un smartphone, personne ne sait. On va tout de suite à la boutique pour le faire réparer au plus vite. Et personne ne s'est penché sur la question. Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la question de comment marche l'écran tactile ? Juste ça, le truc qu'on utilise absolument le plus souvent. Bon, il y a différentes technologies derrière et peu de gens s'y intéressent ou même le sachent, alors qu'on l'utilise absolument tout le temps. Justement, pour revenir là-dessus, il a l'idée de magie. Je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes noires, en fait. Tous les outils qu'on utilise, ou la plupart, sont des boîtes noires, donc avec des aspects probabilistes pour ChatGPT. Et ce qui pose problème en science, c'est que, en fait, comme c'est une boîte noire et que l'input et l'output semblent correspondre à notre envie, ça nous suffit. Au laboratoire, un de mes collègues a essayé d'analyser des lames de patients, de tumeurs de patients, pour différencier les tissus sains, tissus pas sains, etc. Et la machine donnait des résultats parfaits, jusqu'au moment où il a fallu qu'on se penche tous dessus pour savoir pourquoi c'était si parfait et que le résultat concordait vraiment exactement avec ce que disaient les médecins. La conclusion, c'est que les lames pathologiques avaient une règle, alors que les lames non pathologiques n'en avaient pas. Et c'est ça qui avait été reconnu. Donc le problème, c'est que justement, comme on est face à cette magie, cette boîte noire, on ne sait plus quels sont les... Enfin, on peut, je sais que les informaticiens vont expliquer qu'on peut revenir en arrière et essayer de trouver quels sont les facteurs principaux, mais... quelqu'un qui n'est pas vraiment spécialiste en informatique, ou sinon il faut qu'on devienne tous bioinformaticiens, quoi. Roland, tu voulais dire quelque chose ? Tout ce que vous disiez m'évoquait ça m'est revenu à l'esprit lentement, mais ça m'évoquait une remarque de William Gibson qui disait que le futur est déjà là, mais il est mal réparti.
Et donc, il y a quelque chose comme ça, dans le monde évolue, dans on comprend pas les techniques, etc. Le futur comme des nouvelles techniques, c'est beaucoup ça qu'on voit dans la science-fiction, de nouveaux objets techniques, des nouvelles inventions, des nouvelles choses que les humains peuvent utiliser, et que ces choses sont là, mais elles sont mal réparties, effectivement. Il y a des humains qui n'y ont pas accès, il y a des humains qui ont accès qui n'y comprennent rien, il y a des humains qui ont accès qui en sont, qui subissent ces choses-là, et il y a des humains qui refusent d'avoir accès à ça. Enfin, il y a toutes ces possibilités-là, mais il y a en particulier, je pense, effectivement, cette mauvaise répartition du futur. Alors, si Fleur me donne 10 minutes de plus, bon. L'autre point derrière le monde change, c'était cette idée, le monde doit changer. Après tout, on est quand même tous dans l'idée que si rien ne se passe, si rien ne change, et on l'a entendu quand même abondamment pendant ces 2 jours, et puis on a tous en arrière-plan le GIEC, on a tous en arrière-plan l'extinction des espèces, on vient d'avoir la table ronde sur l'utilisation des antibiotiques, on a eu en background quand même l'idée qu'au-delà de la possibilité de mettre des patchs sur de la technologie, c'était ce que disait notre spécialiste des antibiotiques ce matin, on met des patchs technologiques sur des problèmes. En gros, il faudrait que le monde change. Et je vais aller tout de suite au bout de la réflexion que je voulais mener en parlant de, c'est là on va reboucler peut-être sur un certain nombre de choses, sur l'idée de transgression. On a le sentiment un peu aujourd'hui que alors c'est une idée qui m'est encore propre, donc elle est totalement subjective et vous en ferez ce que vous voudrez. En gros, si on se contente de fonctionner dans le cadre normal de nos structures, de nos institutions, de notre dynamique on a quand même le sentiment que ça ne va pas forcément se faire tout seul. Et la question c'est, est-ce qu'il faut obligatoirement en passer, donc en plus je tends une perche à mes deux, est-ce qu'il faut obligatoirement en passer par des phases de transgression, de dire il va falloir aller forcer le système, il va falloir essayer d'appuyer dessus peut-être autrement pour arriver à favoriser ces changements. Je voudrais juste faire une remarque avant de rendre la parole, qui est que il y a eu, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, une réunion au CNRS pour les 30 ans du COMETS, du comité d'éthique du CNRS, sur 2 avis, les 43 et 44, qui concernent respectivement la nécessité pour les chercheurs du CNRS de porter la question climatique comme un enjeu éthique dans le développement de leur recherche, et le 44 sur le fait qu'il n'y avait non seulement pas d'impossibilité, mais au contraire une forme d'obligation pour les chercheurs du CNRS, puisque c'est un avis d'éthique du CNRS, de prendre la parole publiquement autour des questions et de prendre position et donc de s'engager. Et franchement, quand au CNRS, quelqu'un vient dire on a le droit de s'engager, c'est pas tout à fait dans la culture de la maison telle qu'elle est définie par notre PDG. Ce qui veut dire que c'était 2 avis relativement remarquables. Et puis ensuite, il y a eu une partie faite par Pascal Lamy, qui vient de passer 2 ans à négocier une tentative d'accord pour éviter que pratiquement on expérimente les solutions qui consistent à répartir des gaz dans l'atmosphère pour réfléchir une partie du rayonnement solaire, sachant que tout un tas d'endroits sur la planète sont en train de travailler sur cette idée. Si on réfléchit une partie du rayonnement solaire, on abaisse la température. Si on abaisse la température, on a réglé tous nos problèmes. Ça pose 2 ou 3 énormes soucis. Et qui disait que, grosso modo, faire signer cet accord par l'ensemble des nations, ils ne voyaient pas comment on ferait. Donc il y avait une forme de désespoir. Mais il y avait quand même Valérie Masson-Delmotte qui, elle, disait « Oui, mais il ne faut pas que cette idée de désespoir nous empêche d'agir. » Parce que il y a aussi des marchands de désespoir qui nous vendent le fait qu'il n'y a strictement aucune solution. Donc comme il n'y a aucune solution, de toute façon, autant aller aux solutions extrêmes qui consistent à mettre du gaz partout sur la planète. Enfin bref. Donc il faut accepter l'idée que la situation est grave, mais que tout espoir, toute petite prise de conscience sera bonne à prendre. Cette longue périphrase pour dire que je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il n'y a rien à faire, au contraire. Donc je vais relancer sur cette idée, je pense que tu m'as vu venir, de transgression, et puis Cléo aussi, parce qu'elle m'a aussi vu venir. Voilà.
Alors oui, je pense que c'est par rapport à une de mes nouvelles que vous avez lues sur ça. Voilà. Donc j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Encore 5 ans, celle qui a eu le prix Rognéné en 2023 et le prix des lecteurs Bifrost en 2022. C'est effectivement, dans ma nouvelle, un scientifique / millionnaire, parce que combine les deux tant qu'à faire, propose par rapport à une situation écologique vraiment désastreuse où l'humanité vit sous cloche en fait dans des villes protégées, avec énormément de migrants climatiques également. Il propose d'endormir toute la population mondiale pendant une durée de 15 ans et de réveiller tout le monde au bout de 15 ans. Bon. Ils le font, effectivement la planète, la situation s'améliore grandement. Malheureusement, lui, il meurt avant la fin des 15 ans et ces jeunes recrues qu'il avait un peu endoctrinés dans sa vision du monde, qui étaient là pour maintenir un peu l'humanité, qui s'est vitrifiée, on a juste endormi les gens, mais un peu vitrifié, puis on entretient tout, se dit, on n'est peut-être pas obligé de les réveiller maintenant, on va peut-être les réveiller dans 5 ans. Et puis 5 ans plus tard, ils disent « Allez, encore 5 ans ». Puis encore 5 ans. Puis ça continue comme ça. Et effectivement, il y a la question de est-ce qu'à un moment, cette personne qui a proposé cette solution extrêmement radicale pour sauver la planète et l'humanité, en fait, a-t-il bien demandé les autorisations à tout le monde ? Et à qui on demande les autorisations, en fait ? Juste au chef d'État, au gouvernement, ou à la population, donc à tout le monde au niveau individuel, et comment on fait une telle consultation à un niveau mondial, et comment on explique la démarche et les implications qu'il va y avoir au niveau scientifique, comment ça marche, etc. Ou alors on ne demande pas l'autorisation, et on le fait, parce qu'il y a une urgence, et qu'il y a quelqu'un qui a une solution, et que sa solution, elle marche presque que si on prend les gens par surprise et qu'on le fait, parce que si on commence à discuter, à essayer de convaincre, ça va être plus compliqué, on le fera jamais en fait, parce qu'on y aura jamais, tout le monde ne sera jamais d'accord. Mais comme il faut le faire, et la personne elle pense qu'elle a raison, que c'est la bonne solution, elle l'impose. Donc c'est une transgression, mais quelque part c'est un peu du terrorisme. Alors le mot terrorisme est peut-être malvenu parce qu'il n'y a pas la question de terreur, vu que les gens sont pas du tout au courant que ça pouvait leur arriver. Mais bon, ça leur arrive. Mais il y a cette prise de pouvoir, le fait de décider pour les autres. C'est un peu l'histoire politique en général de l'humanité, mais voilà. Donc, mais ça reste quelque chose qui est effectivement au-delà de la prise de décision collective et du consensus, on va dire. Mais il y a une urgence en face. Donc c'est un peu sur ça que joue ma nouvelle justement. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Et aussi sur ces questions-là. C'était quoi la question initiale ? C'est le rapport à la transgression ? Faut-il transgresser pour sauver le monde ? C'est peut-être pas faut-il, sommes-nous dans des périodes, d'une certaine façon, on se prête, c'est une question transgressive. La question de savoir si les appareils de recherche pourraient décider de s'auto-annihiler les uns les autres, si la recherche pourrait cesser d'être un commun de l'humanité pour devenir un enjeu purement local ou est une question transgressive. Donc, est-ce que tu veux en dire 2 mots ou... De spreads déjà ou... Par exemple, de la question transgressive qu'il y a derrière. Ouais. Donc, comme on le disait, Spreads, c'est le nom du projet là, qui porte sur les fameuses guerres cognitives et qui finance en partie l'événement aujourd'hui. Donc, merci aux financeurs s'ils sont là. Et donc, l'idée, quand on parle de guerre cognitive, on a assez vite en tête les questions d'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux, de polarisation des opinions via des actions de déstabilisation en ligne, la désinformation. Enfin voilà, en fait, c'est toutes les attaques qui ciblent le cerveau humain. Et nous, dans Spreads, on fait un petit détour. On se dit que, en fait, peut-être qu'une manière de réellement déstabiliser en profondeur l'ordre du monde et de faire, c'est de saboter la production scientifique. Parce que si on parvient à saboter la production scientifique, il y a tout un tas de problèmes en cascade. Déjà, comment on arrête certaines vérités, donc quand même on a besoin à minima pour fonctionner ensemble. On peut être pas d'accord sur plein de choses. Il y a quand même un minimum de commun à avoir en partage pour qu'on puisse fonctionner en tant que collectif.
Bon, je mets de côté l'évolution technologique, le progrès, bon, toutes ces choses-là. Et effectivement, à partir du moment où la recherche scientifique repose en grande partie sur des instruments, un recours à des IA, on en parlait tout à l'heure, en tout cas à tout un tas d'outils et d'instruments qu'on comprend plus ou moins, qui appartiennent à des puissances plus ou moins publiques, plus ou moins amies économiquement. Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on peut comme ça poser. Est-ce que notre recherche offre des nouvelles zones où elle peut être attaquée? Et si oui, lesquelles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que c'est là une question en partie transgressive. Bon, je pense que déjà, parce qu'on prend la question de la guerre cognitive un petit peu sous un autre angle, mais aussi, il va de soi qu'un chercheur ne se fait pas tromper, puisqu'un chercheur a été formé pour il a l'habitude de mettre en doute tout le temps ce qu'il produit, ses données. Il va même organiser le scepticisme en donnant à relire ses travaux à d'autres. Enfin, en fait, on est censé avoir tous les garde-fous pour ne pas se faire tromper. Donc c'est là où c'est transgressif. Mais à partir du moment où on ajoute des technos qui nous échappent en partie, peut-être qu'on ouvre des nouvelles brèches. Moi, je voulais juste compléter par rapport à une question qu'il y a eu avant de Hichem, si j'ai bien le prénom, mais j'ai pas le nom de famille, je suis désolée. C'était sur la question de c'était mieux avant et comment finalement il y a une évolution des droits, qu'il y a aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a quand même une évolution des droits sur un certain nombre de choses. Ça a été fait par des actions transgressives. Quand on est sur des questions, alors c'est mon domaine professionnel autre, celui qui me nourrit, mais la question du droit des femmes, par exemple, et qu'il y a des personnes qui disent « oui, mais c'est bon, ça a changé, c'est bon, ça va mieux, ça a évolué, c'est fait ». On a l'égalité. Oui, mais ça a été parce qu'il y a eu beaucoup de combats, en fait, et des actions extrêmement transgressives qui, à l'époque, étaient considérées comme complètement impensables. Gisèle Halimi sur les procès d'Aix, et j'ai oublié le nom de l'autre procès sur la question de l'avortement. Quand elle arrivait au tribunal, elle se prenait des huées et des tomates pourries. Enfin, je veux dire, c'était un vrai acte d'aller défendre ces femmes. C'était un acte transgressif très fort. Gisèle Halimi, oui, je me cherchais le nom du deuxième procès. Mais finalement, ça s'inscrit dans le droit. Ça, ce que moi, c'est la chose justement qui me passionne. Je devrais sûrement creuser, peut-être avec Cléo justement à mes côtés, sur la question de comment après ces combats-là vont faire évoluer le droit, qui va s'inscrire. Alors le droit, il évolue en réaction à ce qui se passe, mais il peut également prévoir par rapport à certaines évolutions qui voient arriver. Et là, c'est là où on est sur à quel point on entérine ces changements. À quel moment on les pose comme étant des changements qui sont là pour durer parce que des choses auxquelles on s'attache, et comment on fait, et la responsabilité collective qu'il y a de conserver ce droit qui, on le sait, peut changer, évoluer et peut avoir des retours en arrière, comme on le voit aussi aujourd'hui. Donc voilà, sur ces questions d'évolution et de transgression, et comment c'est après entériné dans le droit. C'était plus ta thématique en l'occurrence. Bon, sauf si Cléo veut dire quelque chose. J'aimerais te remercier, François, parce que je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Et puisque, avant la conférence de clôture, on est la dernière table ronde, et que tu as quand même tout porté dans l'événement qui a vu le jour aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment te remercier. C'est dans le cadre du projet. C'était une première édition. Donc, normalement, dans 2 ans, on fera la V2 sur des thématiques plus IA, sciences, fiction, parce que fiction et IA aussi. On va plus orienter vers les thématiques que je viens d'évoquer liées au projet Spreads. Donc voilà, je sais que tu n'es pas tout seul impliqué dans l'organisation. Mais voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup.